tout ce qui concerne l'analyse des flux, l'augmentation, les sources et les capacités d'accueil. Tout ceci est très préoccupant quand on voit les crises d'aujourd'hui et celles qui nous attendent. Ensuite, on a naturellement la question européenne et de voir comment l'Europe gère et finalement ce qu'on ne peut pas appeler un accord, mais plutôt une transaction, ceci avec beaucoup de difficultés qui vont peut-être même jusqu'à une certaine forme de remise en cause un peu du pacte de valeurs européennes, tout ceci étant particulièrement grave, la réaction de l'Europe, et puis naturellement aussi toutes les questions qui sont liées au fond des choses, et donc à la situation dans les pays sources, et notamment les aides au développement et les perspectives d'évolution de ces pays sources. Tout ceci nous pose en effet donc de nombreuses questions sur lesquelles ce que je vous propose, c'est de faire une intervention liminaire, chacun d'entre vous, et puis ensuite que vous puissiez répondre aux questions des membres de la commission. Et donc, je vais vous passer tout de suite la parole. Dans quel ordre, monsieur le recteur, d'abord? L'ordre alphabétique. Alors, allons-y. C'est à vous. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci d'abord de votre accueil et de votre écoute. La situation, en fait, est assez grave, puisque c'est l'avenir de l'Union européenne qui est en cause. Donc, vous me permettrez de tenir des propos qui ne seront pas très adoucis. Et pour cela, je voudrais répondre à 3 points. Premier point, quelle est la nature de cette migration, sachant que je me concentrerai sur ce que j'appelle les migrants venus de Mésopotamie, c'est-à-dire de Syrie et d'Irak. Deuxièmement, l'analyse de la réaction des pays européens, comme l'a souhaité Monsieur le Président. Et troisièmement, je dirais quelle politique étrangère pour les futurs mois. Sur le premier point, la nature de cette migration est assez spécifique, c'est-à-dire que dans un premier regard, on pourrait penser qu'il s'agit d'une migration classique, certes intense, mais qui est liée à un conflit civil. Et nous savons bien dans l'histoire que chaque fois qu'il y a une guerre civile, nous avons des populations qui, pour assurer leur survie, quittent leur territoire et vont jusqu'au premier territoire où elles peuvent se trouver en sécurité. Ce qui peut paraître également classique, c'est que l'exode se prolonge au fil des années, tout simplement parce que le conflit perdure dans les territoires d'origine. C'est ce qui se passe toujours, comme dans la guerre de l'ex-Yougoslavie, où les exodes n'ont cessé qu'après les accords de Dayton. Et en même temps, ce qui est classique, c'est la dimension réémigration, c'est-à-dire que lorsque les possibilités de revenir sont faibles et que le premier pays de refuge n'offre pas des conditions satisfaisantes, eh bien, on cherche ailleurs une solution plus satisfaisante. Et pourtant, cet exode, il est tout à fait spécifique. Il est spécifique en raison d'abord de la nature plurielle des combats, alors que dans beaucoup de guerres civiles, nous n'avons que 2 parties qui s'affrontent, en raison aussi de l'intrusion d'un pouvoir géopolitique dénué de scrupules, je parle de l'organisation État islamique, en raison du jeu trouble de certaines puissances régionales, et puis également en raison du fait que c'est un exode qui est pris dans un tourbillon géopolitique, puisque nous avons à la fois des violences locales, des implications régionales, et des acteurs au-delà du Moyen-Orient qui interviennent dans ce conflit. Donc, mon analyse, c'est que cette migration a des traits qui conduisent à la définir comme sans précédent historique. Face à cette situation, et j'en arrive à mon deuxième point, quelle réaction des pays européens et de l'Union européenne? Il est essentiel de préciser qu'au départ de cette crise, qui commence, comme vous le savez, en 2011, l'Union européenne croit que se produit en Syrie une révolution et non pas le début d'une guerre civile. Et ce diagnostic est une erreur absolument fondamentale dans la mesure où il est lié à une méconnaissance de la réalité géopolitique tant interne de la Syrie
que de celle de l'ensemble du Moyen-Orient. Et on le sait bien, puisque les représentants de la France, quittant l'ambassade de Damas en 2012, considèrent qu'ils vont revenir 15 jours plus tard avec un nouveau régime qui sera au pouvoir. Nous connaissons tous la suite. Compte tenu de cette erreur d'analyse, eh bien, les pays européens et l'Union européenne ont laissé faire, c'est-à-dire ne sont pas venus en aide, comme il aurait fallu le faire dès 2011, auprès des pays de premier refuge. Et donc, l'Union européenne n'a pas développé de solidarité avec la Jordanie, le Liban et la Turquie dès le début du conflit. L'autre élément qui est la suite du fait d'avoir cru à une révolution, c'est l'oubli de l'importance de la réémigration. Toute l'histoire montre effectivement que des conflits qui perdurent, des situations qui ne sont pas satisfaisantes, entraînent de la part des personnes un souci de réémigration. Et enfin, la non prise en compte, comme l'a dit le directeur de Frontex, que la Turquie s'est organisée à un moment donné pour être une autoroute à migrants. Je mets les mots entre guillemets puisque ce sont ceux du directeur de Frontex, ce qui a facilité la vie des passeurs, dont je vous rappelle qu'ils ont eu un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards d'euros pour la seule année 2015. Deuxième élément, l'Union européenne oubliait l'importance de ses omissions en matière de contrôle frontalier. En réalité, le code frontière Schengen n'est pas respecté, non depuis 2011, mais déjà depuis 1997. Simplement, on s'en est rendu compte tenu de l'importance de l'afflux de 2015. Mais il faut bien insister sur le fait que le véritable problème, c'est que Schengen n'a jamais été appliqué dès le début de sa mise en place, et c'est ce qui fait sa fragilité. Troisième élément, le plan de répartition ou de relocalisation de 160 000 immigrés. Sur cette question, vous savez que dès le début, j'ai considéré que ce plan ne serait pas appliqué. Pour une raison bien simple, parce que c'est un plan qui considère des hommes comme des marchandises et qui pense qu'on peut assigner à résidence dans tel ou tel pays de l'Union européenne, selon une pure répartition géographique, des immigrants qui ont leurs propres objectifs, leurs propres soucis en fonction des réseaux dont ils bénéficient ou des atouts qu'ils ont dans tel ou tel pays de l'Union européenne. Enfin, quatrième élément, l'accord avec la Turquie. Là aussi, pour bien le comprendre, il faut évacuer les deux termes qui ont été le plus employés dans les médias. D'abord, l'idée que le président turc faisait du chantage. Non, il ne fait pas du chantage, il fait de la géopolitique. C'est-à-dire qu'il cherche à faire en sorte que le rapport de force lui soit favorable et lui permette d'être dans une situation plus agréable. Pour lui, bien sûr. Deuxième élément, on dit c'est un jeu de dupes. Non, ce n'est pas un jeu de dupes. Un jeu de dupes, c'est quand on trompe une personne sans qu'elle ait le moindre soupçon. Dans cet accord, il suffit de le lire pour voir qu'il est très facile pour les deux parties d'avoir des soupçons sur les conditions de cet accord. Donc, face à cette situation, à la fois cette migration sans précédent historique et la réaction jusqu'à présent des pays européens de l'Union européenne, quelle politique extérieure? Et ce sera donc mon troisième et dernier point. Et j'évoquerai donc 4 éléments. Premier élément, eh bien, c'est la nécessité de faire un diagnostic géopolitique supposant de lutter contre les causes de l'exode. Parce qu'il faut toujours rappeler que s'il y a immigration, c'est-à-dire arrivée de personnes dans un pays, c'est qu'il y a d'abord émigration, c'est-à-dire départ des personnes d'un pays. Et donc c'est bien sur ce départ qu'il convient d'agir. Et pour agir sur ce départ, il me semble que la diplomatie suppose de pouvoir discuter autant que possible avec l'ensemble des parties. Donc à partir du moment où les pays européens ou l'Union européenne, au lieu de définir sa propre politique extérieure, s'aligne plutôt sur Washington en ce moment, peut-être à d'autres moments sur Moscou, elle n'a plus le voix au chapitre. Et c'est bien ce qui se passe en ce moment
dans l'ensemble de ce conflit. Donc ce diagnostic est tout à fait essentiel. Il aura inévitablement pour conclusion la nécessité de développer de véritables actions géopolitiques et pas de se contenter de bons sentiments qui conduisent d'ailleurs aux catastrophes que nous constatons. Deuxièmement, il est très important, là où la sécurité est assurée dans les territoires de Mésopotamie, d'aider les personnes à vivre au pays et donc en fait d'éviter qu'elles aient envie de partir. Et à cet égard, il faut rappeler le drame qu'a été la mort d'Elan Kurdi sur une plage de Turquie. En effet, la famille de ce petit garçon venait de Kobané, c'est-à-dire d'une ville libérée. Cette ville était libérée, mais nous n'avons pas bougé le petit doigt pour sa reconstruction. Alors que, heureusement, chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle dans un pays du monde, nous essayons de l'aider à s'en sortir. Donc, bien que la ville soit libérée, la famille de ce garçon n'espérait pas dans l'amélioration de sa situation. Donc, nous devons, là où la sécurité est correcte, aider les personnes à vivre au pays, voire à y retourner, ce qui passe par une aide à la reconstruction, ce qui passe par la livraison de médicaments, etc. Troisième élément, Schengen n'étant plus appliqué, il faut le réinventer, sachant qu'il est essentiel de bien comprendre que Schengen ne peut fonctionner que si l'on respecte les deux faces que Schengen représente. C'est-à-dire que la liberté de circulation à l'intérieur de Schengen suppose inévitablement un contrôle, je n'ai pas dit une fermeture, je parle d'un contrôle aux frontières extérieures. Et donc, soit il doit être décidé d'appliquer le code frontière Schengen, soit il doit être décidé de mettre en œuvre d'autres modalités de respect de Schengen, sinon Schengen ne pourra pas perdurer. Enfin, quatrième point, il s'agit donc d'organiser la réémigration de telle façon que l'on ne permette plus aux passeurs de profiter de la pauvreté des migrants. Cela signifie, par exemple, que les hotspots qu'il a été décidé d'installer en Grèce ne devraient pas être en Grèce, mais ils devraient être en Jordanie, au Liban ou en Turquie, donc dans les pays de premier refuge, puisque tous les migrants qui arrivent dans les hotspots de Grèce ont déjà financé les passeurs. Et en même temps, nous voyons bien le rôle de la Turquie, puisque si depuis les accords avec la Turquie, il y a eu une diminution du passage en mer Égée, cela prouve en même temps que la Turquie a les moyens de fermer sa porte, ce qu'elle n'a pas souhaité faire pour des raisons géopolitiques dans les mois qui ont précédé. Donc en conclusion, quelle situation? Des peuples qui souffrent, des hommes qui meurent lors de leur exode, des mafias de passeurs qui s'enrichissent, et nous, pays européens, nous avons fait comme si c'était la fin de l'histoire, alors que la géopolitique reste un élément fondamental de compréhension de l'histoire que nous vivons aujourd'hui, et donc nos pays et l'Union européenne doivent effectuer une révolution mentale et comprendre que pour exercer un rôle utile à la paix et au développement dans le monde, il faut aussi comprendre les rapports de force. Merci. Merci beaucoup, monsieur.